Si je vous dis film d'horreur japonais absolument terrifiant, impliquant de l'eau et de longs cheveux noirs, vous allez sûrement me répondre Ring. Et vous aurez raison, c'est un film génial. Mais si on parlait un peu de l'autre film moins connu du même réalisateur qui est encore plus flippant et encore plus génial. Bonjour à toutes et à tous, c'est Judith, et oui, aujourd'hui je vais vous parler du redoutable Darkwater, film d'horreur japonais réalisé par Hideo Nakata et sorti au cinéma en 2002. Il s'agit bien de Darkwater, qui n'a évidemment rien à voir avec Dark Waters, le film de Todd Haynes sorti en 2019 avec Mark Ruffalo, et qui n'a pas grand chose à voir non plus avec son remake américain de 2005, mais ça on y reviendra plus tard. Et si vous aimez les classiques du cinéma d'horreur japonais comme Darkwater, voilà une idée pour aller encore plus loin dans l'expérience, le remake du jeu vidéo culte Fatal Frame 2 Crimson Butterfly qui sort le 12 mars. Vous connaissez forcément cette saga incontournable de l'horreur, peut-être sous le titre Project Zero. Le principe est simple et diabolique. Vous vous baladez dans des décors abandonnés pour mener une enquête et vous êtes uniquement armé d'un appareil photo, la caméra obscura, vous permettant d'affronter les fantômes. Vous vous retrouvez donc sans armes classiques, avec une lampe torche et cet appareil photo magique, dans une ambiance qui rend clairement hommage au cinéma d'horreur japonais par ses décors, sa mythologie et ses bruitages absolument terrifiants. Quand on aime des films comme Ring et Darkwater, c'est à la fois un fantasme absolu et un parfait cauchemar. À sa sortie en 2003, Fatal Frame 2 était déjà considéré comme l'un des meilleurs, voire le meilleur épisode de la saga, et même l'un des jeux vidéo les plus effrayants, tout simplement. Le remake rend l'expérience encore plus terrifiante en ayant complètement repensé et modernisé le gameplay et les graphismes pour que l'ambiance, l'histoire, les affrontements, mais aussi la relation entre les deux héroïnes soient encore plus intense. On y joue toujours des jumelles qui explorent un village maudit, bloqué dans une sorte d'horrible boucle temporelle dont il faudra s'échapper. Et pour ça, il faudra comprendre exactement ce qui s'est passé, affronter un paquet de fantômes et ne pas devenir fou. Fatal Frame 2 Crimson Butterfly est un des grands classiques du genre, donc une fois que vous aurez revu le chef-d'œuvre Darkwater, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Laissez les lumières éteintes et lancez le remake qui sort le 12 mars sur PlayStation 5, Switch 2, Xbox et PC. Et si vous avez un doute, sachez qu'il existe une démo gratuite. C'est le début du jeu, les fichiers de sauvegarde sont transférables, donc vraiment allez-y et tentez l'aventure. Avant de plonger dans le vif du sujet, parlons déjà du phénomène qui a précédé la production de Darkwater. En 1998, le réalisateur Hideo Nakata s'empare d'un roman sorti en 1991, écrit par Koji Suzuki, et qui s'appelle Ring. Ringu pour les puristes. Ce roman, il va en faire un film d'horreur qui reste aujourd'hui l'un des plus cultes et identifiés de l'histoire du cinéma de genre. Si vous ne l'avez pas vu, alors déjà voyez-le, mais vous avez peut-être vu l'une de ses suites, ou préquelles, ou vu l'un des remakes américains avec Naomi Watts, dont le premier est réalisé par Gore Verbinski, le réalisateur de Pirates des Caraïbes, et dont le deuxième est réalisé par Hideo Nakata lui-même. Bon, alors si vous n'avez vu aucun de tous ces films, vous connaissez forcément cette image d'une femme en kimono blanc dont les longs cheveux noirs lui tombent devant la figure et qui s'extirpe d'une télé pour vous faire passer un sale quart d'heure. Cette vidéo ne porte pas sur Ring, donc je ne vais pas m'étendre des années dessus, surtout que je vais en reparler un peu après, mais c'est important de rappeler à quel point ce film a marqué toute une génération et au-delà, et a inspiré énormément de choses par la suite, en plaçant les fantômes féminins vengeurs japonais, aussi appelés Yurei, au centre d'une certaine pop culture. Après l'énorme succès public et critique de Ring, Hideo Nakata ne va pas en rester là, déjà puisqu'il va réaliser une suite, mais aussi et surtout parce qu'il va adapter une nouvelle du même auteur, L'eau flottante, qui deviendra Darkwater, sorti au cinéma en 2002. Darkwater présente beaucoup de similitudes et fonctionne presque en diptyque avec Ring, pas seulement parce que les deux textes originaux ont été écrits par Koji Suzuki, mais parce que Hideo Nakata fait le choix d'y raconter des choses très complémentaires dans sa mise en scène. Pour mieux vous expliquer tout ça, laissez-moi vous rappeler brièvement de quoi parle le film. Évidemment, si vous n'avez pas encore vu, c'est ici que se situe l'alerte spoiler, il est temps pour vous d'aller découvrir cette pépite, enfin si vous n'avez pas trop peur, et de revenir ensuite. Darkwater raconte l'histoire de Yoshimi, incarnée par Hitomi Kuroki, une mère divorcée qui emménage dans un nouvel immeuble un peu moisi avec sa fille Ikuko, jouée par Ryo Kano, qui n'a que 6 ans. Tandis que Yoshimi fait de son mieux pour trouver un job, être présente pour sa fille et lutter contre son ex-mari qui essaye de la faire passer pour folle afin de récupérer la garde de la gamine, l'appartement dans lequel elles vivent est petit à petit détérioré par une étrange fuite qui vient du logement du dessus. Premier problème, personne ne vit à cet étage. Deuxième problème, l'appartement d'où vient le dégât des eaux était celui où vivaient, il y a quelques années, les parents d'une petite fille appelée Mitsuko, qui a un jour mystérieusement disparu. Mais c'est bien Mitsuko dont Ikuko semble trouver le sac partout où elle va. C'est bien Mitsuko qui semble hanter les couloirs de l'immeuble et de l'école en laissant de la flotte partout.
Et c'est surtout bien Mitsuko dont le corps pourrit en réalité secrètement dans le réservoir sur le toit de l'immeuble depuis sa disparition, contaminant l'eau de tout le bâtiment avec des cheveux et du jus de décomposition. Pour foutre la paix à Ikuko qu'elle aimerait bien noyer, le petit fantôme exige une chose, que Yoshimi abandonne sa fille pour rester avec elle pour toujours. Pour l'amour de sa fille, Yoshimi accepte et reste prisonnière pour l'éternité de cet immeuble qui tombe en ruine et de l'appartement qu'elle partage désormais avec la petite morte, tandis que Ikuko a dû partir vivre avec son père en ne comprenant que bien plus tard le geste de sa mère. Darkwater est un film non seulement excellent, et même meilleur que Ring à mon sens, et pourtant je trouve que Ring est vraiment génial. Néanmoins, Darkwater est pourtant bourré de codes qui ne parlent pas beaucoup à un public occidental, à commencer par cette représentation du Yurei dont je vous parlais, mais il y a aussi bien sûr le détail du numéro 4, qui est un numéro porte-malheur au Japon, un peu comme le 13 chez nous, à tel point que dans certains immeubles japonais, les étages et les appartements numéro 4 n'existent pas, laissant la numérotation passer directement du 3 au 5. Évidemment, dans Darkwater, c'est l'étage 4 qui pose un problème et qui cristallise le passage franchi entre la vie et la mort. Et pour cause, puisque si ce chiffre est tant redouté au Japon, c'est parce que sa prononciation, dont je ne vous ferai pas l'affront d'une démonstration, est semblable à celle du mot mort. D'autres éléments de l'histoire font écho à des aspects de la société japonaise, que je ne prétends pas bien connaître, et dans lesquels, pour le coup, on retrouve des similitudes avec notre société. Que ce soit la psychophobie dont est victime Yoshimi, qui est stigmatisée pour sa détresse psychologique, tout ça parce qu'elle est allée chez le psy une fois dans sa vie, l'injonction à taire ses émotions, l'injonction à être une mère irréprochable, surtout quand on prétend pouvoir être une mère célibataire, les locataires soumis au bon vouloir des propriétaires qui sont parfois amenés à vivre dans des lieux insalubres sans que rien soit jamais fait pour régler ce problème parce que tout le monde se renvoie la patate chaude. Bref, au-delà de la simple composante horrifique, Darkwater formule tout un discours social qui, sans voler la vedette à la peur, est bien le terreau fertile de toute l'horreur fantastique qui va se jouer sous nos yeux. Et pas que l'horreur d'ailleurs. Parce que l'une des raisons pour lesquelles Darkwater est si génial, c'est parce que c'est un film qui terrifie autant qu'il fait chialer. Bref, venons-en à ce qui m'intéresse le plus dans Darkwater, à savoir la mise en scène de l'eau spécifiquement. Vous l'aurez compris au titre et à tout ce que je vous ai déjà dit, mais l'eau est un motif prépondérant de l'histoire qui est non seulement au cœur de l'intrigue, mais aussi un élément esthétique qui sert de fil conducteur tout au long du film. Il serait vain, n'est-ce pas, d'énumérer tous les plans qui associent les personnages à l'eau, qui montrent l'action au travers de la pluie qui tombe, au travers de l'eau qui coule sur une vitre, au travers de reflets dans les flaques, etc. Mais pourtant, chacun de ces plans raconte quelque chose, et notamment la présence du fantôme de Mitsuko dans la vie de Yoshimi et d'Ikuko. Prenons le plan d'ouverture du film, qui se situe, de façon assez mystérieuse, sous ce qui semble être une eau stagnante, éclairée par un faible ray de lumière. Déjà, notons qu'il fonctionne en opposition au tout premier plan du film Ring, qui se situait en extérieur de l'eau et qui montrait, lui, le mouvement des vagues à la surface de la mer. Dans Darkwater, on est cette fois-ci sous l'eau, et une eau en l'occurrence immobile. Quand c'est la première fois qu'on voit le film, c'est pas un plan que l'on retient spécialement. Mais quand on sait ce qui se passe par la suite, cette image devient beaucoup plus dérangeante, parce qu'on comprend qu'on est en fait situé à l'intérieur du réservoir d'eau dans lequel gît le cadavre de la petite Mitsuko. Peut-être que cette image est la dernière chose qu'elle a vue avant de se noyer. Peut-être qu'elle est en train de se débattre derrière la caméra au moment même où elle filme. Ou peut-être qu'elle est morte depuis longtemps et que les particules qui flottent dans la lumière sont en fait dues à la décomposition de son corps. Et que ce sont ces mêmes particules qui vont donner ce petit goût si particulier à l'eau courante de l'immeuble. En gros, ce plan se place du côté du fantôme. Du côté de son point de vue, nous met tout à côté de lui sans qu'on le sache. Contrairement à Ring, dans lequel Sadako est un fantôme au visage presque constamment masqué, qui reste froid et impersonnel et donc terrifiant, même si son histoire est tragique aussi, ici on va davantage être en empathie avec ce fantôme d'enfant qui va être caractérisé par des sentiments plus humains et une histoire qui a vocation à être plus émouvante que dérangeante. Et surtout, ce plan établi, même si le spectateur ne le comprend pas d'emblée, que l'eau est intimement liée à l'esprit de Mitsuko, et donc que l'eau est toujours un témoin de sa présence. Évidemment, elle évoque sa noyade, mais à travers toutes ces images de pluie et de gouttes qui coulent un peu partout, on est forcément aussi gagné par une impression de mélancolie qui renvoie à l'accident tragique dont elle a été victime, et à la profonde tristesse qui la retient dans le monde des vivants. Pour élaborer un peu sur le sujet, je vais sortir l'une de mes citations préférées, que les gens qui me connaissent un peu doivent en avoir marre de m'entendre sortir à chaque fois que je parle des films dans lesquels il y a de la flotte. Mais, ma foi, je la trouve ici très pertinente, donc c'est parti. Cette citation est de Gaston Bachelard et elle provient de son texte « L'eau et la métaphysique des rêves, essai sur l'imagination de la matière » publié en 1942. Et bien sûr, je vais piocher dans le chapitre que l'auteur consacre à l'eau dans les écrits d'Edgar Allan Poe, et notamment ce qu'il appelle l'eau lourde, dormante, morte, bref, une eau stagnante et pleine de mystères morbides, comme celle du réservoir de Darkwater. Alors attention, oui je sais, cette citation est un peu longue et un peu compliquée, mais promis, je vous l'explique tout de suite après. L'eau, en groupant les images, en dissolvant les substances,
aide l'imagination dans sa tâche de désobjectivation, dans sa tâche d'assimilation. Elle apporte aussi un type de syntaxe, une liaison continue des images, un doux mouvement des images qui désancre la rêverie attachée aux objets. Elle symbolise avec un héraclitéisme lent, doux et silencieux comme l'huile. L'eau éprouve alors comme une perte de vitesse qui est une perte de vie. Elle devient une sorte de médiateur plastique entre la vie et la mort. Fermez les guillemets. Bon, alors pour essayer d'expliquer ça avec mes propres mots, enfin en tout cas comme je le comprends, je dirais que Gaston Bachelard décrit l'eau dans l'œuvre d'Edgar Poe comme étant une surface, un prisme au travers duquel les choses prennent une nouvelle forme à nos yeux. Quand on les voit à travers l'eau, les choses changent de forme, de volume, de sens, d'usage, et deviennent des images décorrélées de la nature véritable des objets qu'on y voit. Quand Bachelard parle d'héraclitéisme lent, il fait référence au philosophe grec Héraclite, à qui l'on doit l'idée que rien ne se perd, rien ne se crée et que tout se transforme. L'idée que le monde et tout ce qu'il compose est en mouvement perpétuel de la vie, constamment en train de se former, de changer, de se décomposer pour reformer quelque chose derrière. Toutes ces particules qui nous composent et qui nous entourent sont toujours en mouvement, toujours en évolution, pour toujours nous faire évoluer, nous, pour toujours donner forme à quelque chose, que ce soit notre corps, tous les objets qui nous entourent, etc. L'eau, chez Edgar Poe, et selon Bachelard, vient révéler cette espèce de mouvement sourd et continu qui fait que les choses qui nous entourent sont toujours déjà en train de mourir quand on les voit vivre. C'est pour ça qu'il dit que c'est un médiateur plastique entre la vie et la mort, c'est-à-dire un motif esthétique, un symbole artistique qui incarne la communication entre la vie et la mort. Bon, vous voyez, je pense qu'on retrouve quelque chose de très proche dans Darkwater et dans sa mise en scène. L'eau intervient toujours comme un prisme morbide entre notre regard et les personnages ou l'action. Elle vient toujours colorer de façon sinistre le ton d'une séquence en laissant planer quelque chose d'inquiétant par sa simple nature de liquide mystérieux. Le plan que je trouve le plus parlant est peut-être celui d'Ikuko qui regarde dans le seau d'eau, tandis que des gouttes tombent du plafond de sa chambre. C'est un plan court qui pourrait sembler très anecdotique, sauf que lorsque la goutte tombe dans le seau d'eau et que le reflet du visage d'Ikuko est troublé, vous avez un peu toute la citation de Bachelard. Le reflet de cette eau stagnante va permettre de transformer le visage d'Ikuko, de l'affranchir de sa réalité matérielle immuable pour en donner une version changeante, en mouvement, et qui, à travers ce mouvement de l'eau donc, va pouvoir devenir autre chose que le visage d'Ikuko. Parce que lorsque le reflet se trouble, notre esprit va se mettre à percevoir à la fois Ikuko et à la fois Mitsuko, la petite fille morte. Tout au long du film, il y a un parallèle qui est fait entre Yoshimi lorsqu'elle était petite et négligée par ses parents, comme on peut le voir dans le flashback d'ouverture, Mitsuko qui a trouvé la mort dans un accident alors qu'elle était laissée à elle-même, et Ikuko, dont la mère s'occupe bien, mais dont le traumatisme et la pression de la société font qu'elle a justement très peur de la négliger et qu'il lui arrive quelque chose par sa faute. Dans ce plan où le visage d'Ikuko se trouble à la surface, l'eau aide bien l'imagination dans sa tâche de désobjectivation, parce qu'on peut alors projeter Yoshimi et Mitsuko à la place d'Ikuko, et l'eau fait donc office de médiateur plastique entre la vie et la mort, parce qu'en une image, vous avez la rencontre de la vie avec Ikuko, du passé avec Yoshimi et de la mort avec Mitsuko. Pour moi, ça c'est tout le génie de la mise en scène d'Hideo Nakata dans Ring et dans Darkwater. Parce que sans jamais faire de plan tape à l'œil, il fait des choses aussi brillantes que discrètes et construit l'effroi petit à petit avec ce genre de détails et de symbolisme un peu inconscient. Ça s'observe aussi dans sa manière de placer sa caméra dans l'appartement, où il fait attention de ménager de longues perspectives en arrière-plan qui font sans cesse communiquer différentes pièces dans un seul cadre. Non seulement, c'est génial pour la spatialisation, mais surtout c'est comme s'il instaurait dans ces cadres la possibilité d'une présence derrière les personnages. Comme si la caméra tenait compte du fait que quelqu'un ou quelque chose vit dans la pièce d'à côté et regarde ce qu'il se passe. Tout comme nous. Subtilement, ça prépare bien sûr à la dernière séquence du film, lorsque Ikuko devient grande et retrouve sa mère dans cet ancien appartement, et qu'elle ne se rend pas compte que sa mère est en fait devenue un fantôme avant de sentir la présence de Mitsuko derrière elle. À un moment donné, on voit la petite silhouette floue et terrifiante derrière elle, et au moment où Ikuko va tourner la tête, on jurerait entendre la petite voix spectrale lui murmurer ces paroles terribles. Abonne-toi à Écran Large pour soutenir une rédaction qui a besoin de toi pour continuer à produire des vidéos comme celle-ci, ainsi que plein d'articles sur son super site. Tu peux même y retrouver des articles exclusifs uniquement réservés aux abonnés. N'hésite également pas à liker et à commenter cette vidéo. Bisous mes couilles. Bref, hyper flippant. Et je vous parlais donc du parallèle constant que fait le film, notamment à travers les flashbacks entre Yoshimi petite, Mitsuko et Ikuko. Parce qu'à travers ces trois petites filles, le film parle de la manière dont les enfants souffrent de la façon dont les adultes les traitent, que ce soit par réelle négligence ou par héritage de la douleur,
comme ce qui concerne Ikuko. Parce que sa mère est aux petits soins pour elle, mais cette pression qu'elle subit et qu'elle se met constamment pour être irréprochable afin de pouvoir conserver la garde de sa fille, finalement c'est ce qui va finir par un peu empoisonner leur quotidien aussi. Ça, ce sont des choses qui sont évoquées plus longuement dans l'épisode que le podcast Jumpscare a consacré à ce film et dont j'avais l'honneur d'être l'invité cette fois-là. Je vous conseille de l'écouter parce que moi, j'y évoque pas mal de choses que je raconte ici, mais toute l'équipe de ce super podcast apporte beaucoup d'éléments d'analyse assez passionnants. Je peux par exemple citer l'analyse qu'Amélie fait de la scène, au CGI un peu compliqué certes, dans laquelle Yoshimi s'approche du réservoir d'eau et voit celui-ci être à moitié défoncé par des coups qui viennent de l'intérieur. Parce que je rappelle qu'à l'intérieur, il y a le corps de Mitsuko. Bref, chez Jumpscare, Amélie décrit que dans cette scène, le réservoir est comme une sorte d'utérus de métal au travers duquel Yoshimi perçoit les coups de l'enfant, comme dans le ventre d'une femme enceinte. Bah oui, parce que pour finir par surmonter ses traumatismes, son immense sentiment de culpabilité et sa peur paralysante de mal faire, Yoshimi va devoir devenir mère, cette fois-ci non pas d'Ikuko, mais bien de Mitsuko. À la fin, le petit fantôme tout dégueu, tout gluant, exige d'elle qu'elle abandonne sa fille pour devenir sa mère à elle. Et Yoshimi accepte pour sauver Ikuko, qui se retrouve projetée à terre par les trompes d'eau qui sortent de l'ascenseur où était sa mère, et qui rappellerait presque la perte des os, comme l'analyse aussi l'équipe de Jumpscare dans le podcast. Bref, allez écouter cet épisode qui m'a évidemment beaucoup inspiré pour écrire cette vidéo. Pour revenir un instant sur ce final d'ailleurs, lorsque Yoshimi choisit de se sacrifier parce qu'elle est arrivée à un point dans sa vie où elle finit par penser que la meilleure manière qu'elle aura de s'occuper de sa fille est de l'abandonner pour mettre fin à ce cercle d'héritage de la douleur, c'est la grosse chialade, hein. Et ça, je trouve que c'est vraiment les meilleurs films d'horreur. Ceux qui parviennent autant à vous terrifier qu'à vous émouvoir, et même qui utilisent précisément l'effroi pour ensuite susciter l'émotion, ou l'inverse. Bref, c'est du grand art et ça fait partie des raisons pour lesquelles je trouve que Darkwater est peut-être encore meilleur que Ring. Parce que même si son fantôme n'est pas aussi charismatique et emblématique, il est, en revanche, beaucoup plus touchant. Évidemment, vous avez aussi cette idée de maltraitance des enfants et d'héritage de la douleur dans Ring, ou comme le titre l'indique d'ailleurs, on est littéralement dans un cercle vicieux. Mais dans Darkwater, il y a des histoires personnelles plus fouillées chez les personnages qui en deviennent plus émouvants peut-être. Bon, et sinon c'est difficile de parler de Darkwater sans évoquer au moins rapidement le fait divers, un fait divers qui est arrivé après le film, donc qui n'a pas inspiré le film, mais dont on jurerait qu'en fait c'est le fait divers qui a été inspiré par le film, même si c'est pas possible. Vous avez peut-être entendu parler de l'histoire d'Elisa Lam, une jeune femme qui était de passage au Cecil Hotel de Los Angeles en 2013 et qui a tragiquement trouvé la mort. Le Cecil Hotel est un hôtel très connu aux États-Unis pour avoir soi-disant abrité un nombre anormal de morts étranges et d'assassins en tout genre, et qui est donc réputé pour être un lieu super giga hanté. Son existence a d'ailleurs inspiré la saison 5 d'American Horror Story, entre autres. Bref, quelque part en 2013, les résidents de l'hôtel ont commencé à se plaindre de l'odeur et du goût de l'eau dans les chambres. Et quelques temps plus tard, on a compris pourquoi, puisque le corps de la jeune Elisa Lam, qui avait disparu, a été retrouvé dans le réservoir d'eau sur le toit de l'hôtel, où elle s'était vraisemblablement accidentellement noyée. Alors oui, ça rappelle beaucoup le film, alors que ça s'est déroulé plus de 10 ans après sa sortie au cinéma. Et encore, c'est sans parler des vidéos de surveillance de l'ascenseur, qui ont tourné partout sur internet et qui montrent Elisa traverser ce qui semble être une sorte d'épisode psychotique où elle parle à quelqu'un près d'elle dans l'ascenseur, sauf que y a personne. Là aussi, c'est pas sans rappeler les apparitions du fantôme et les plans de vidéosurveillance de l'ascenseur dans Darkwater. Comme quoi, la réalité dépasse bien souvent la fiction, mais parfois la fiction précède la réalité. En moins glauque, j'ai aussi envie d'avoir un mot pour le remake américain de Darkwater, réalisé par Walter Salles et sorti en 2005. Sans surprise, le film n'arrive pas à la cheville de l'original bien sûr, mais il est intéressant pour deux raisons. La première, c'est parce qu'il n'est pas du tout nul en fait, dans sa façon d'insister beaucoup plus sur le drame social que sur l'horreur. Et d'ailleurs, si on enlevait le fantastique, auquel le réalisateur ne comprend manifestement rien et qui n'a de toute évidence pas envie de se coltiner, ce Darkwater serait honnêtement pas mal, je trouve. Le problème, c'est donc les séquences qui se veulent horrifiques et qui font tout l'inverse de ce que faisait Nakata. Aucune perspective dans les cadres qui permettent de penser subtilement la présence d'un fantôme. Aucune suggestion ni mystère puisque le fantôme en question est constamment montré en pleine lumière face caméra avec le visage d'une petite fille normale. Et bref, que des non-choix de mise en scène qui sont intéressants précisément parce qu'ils aident à mettre le doigt sur ce qui est si génial dans la mise en scène du film original. Bref, voyez ou revoyez Darkwater, qui est tout simplement l'un des plus beaux films d'épouvante qui soit. Écoutez le podcast Jumpscare, et pour rester dans l'ambiance et comprendre encore mieux comment on fabrique de l'horreur avec des images, n'hésitez pas à jeter un œil à ma vidéo d'analyse plan par plan du jumpscare culte d'Insidious. Je vous dis à bientôt, et pensez à moi la prochaine fois que vous trouvez que l'eau du robinet a un goût chelou. Stop.